du Conseil de sécurité, de la Charte des Nations Unies, et la France, si elle a été la première, ne sera pas seule, puisqu'elle est soutenue par l'Europe, appuyée même par beaucoup de ces pays d'Europe, et également elle a eu encore lundi soir le soutien du Conseil de sécurité. Mais surtout, cette décision n'est pas seulement celle de la France, puisque nous avons comme mission de confier à la force africaine, qui d'ailleurs n'est pas limitée aux sols africains, ce qu'on appelle la MISMA, le devoir, l'obligation d'assurer l'intégrité du Mali. Cette décision, elle est lourde de conséquences, puisqu'elle mobilise nos forces armées. Et nous avons pu constater avec quel courage nos soldats sont entrés dans cette bataille. L'un d'eux, dès les premières heures de l'affrontement, est mort. Je salue la mémoire de Damien Boiteux. Une cérémonie hier s'est tenue. Et je veux aussi exprimer notre solidarité à l'égard de sa famille, à l'égard de tous ceux qui combattent sous le drapeau français, en l'occurrence aujourd'hui sous le drapeau des Nations Unies. Je veux aussi avoir une pensée particulière pour ces agents de la DGSE qui sont allés chercher, au péril de leur vie, un des leurs, connu sous le nom de Denis Alex, et qui était retenu depuis 3 ans et demi dans des conditions abominables. Cette opération, je l'ai décidée il y a plusieurs semaines. Elle était prévue ce jour-là, ou plus exactement cette nuit-là. Elle aurait pu réussir. Elle devait réussir. Mais en même temps, aussi lourdes soient les conséquences, puisqu'il y a eu la mort, l'assassinat de l'otage et 2 soldats qui sont tués, je revendique cette opération pleinement, car c'est aussi un message que nous envoyons. La France ne peut pas accepter que ses ressortissants soient détenus. Nous prenons tous les contacts pour que les libérations puissent intervenir dans les meilleures conditions. Et encore aujourd'hui, vous imaginez que je pense à chaque instant à la situation de nos otages. Je recevrai encore prochainement leurs familles. Mais je veux dire aussi ce qu'est la position de la France. C'est en étant ferme, y compris en intervenant comme nous le faisons au Mali, que nous faisons céder les ravisseurs et les preneurs d'otages. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette intervention, son caractère nécessaire, sa légitimité, la solidarité qui nous est donnée par la communauté internationale, par les Européens, également la mobilisation des Africains. Cette opération, elle est soutenue non seulement par les pays africains riverains du Mali, mais plus largement par l'ensemble de l'Afrique, dans toute sa diversité. Et en outre, quel plus beau retour de légitimité, de confiance pouvons-nous avoir que d'entendre ces Maliens de loin, ceux qui ont souffert, souffrent encore de la domination des terroristes et qui espèrent s'en libérer, ou ceux qui vivent ici et qui ont des contacts avec les Maliens du Mali et qui nous disent leur confiance et qui nous donnent une fierté. Parce que la France, elle libère. Parce que la France, elle porte des valeurs. Elle n'a aucun intérêt au Mali. Elle ne défend aucun calcul économique ou politique. Elle est au service simplement de la paix. Et vous, femmes et hommes de presse qui suivez courageusement ces conflits, sachez bien
que je respecterai pleinement, strictement, le discours que j'ai prononcé à Dakar et qui montrait qu'il y avait une autre doctrine pour la relation entre la France et l'Afrique. Cette intervention qui occupe une large place dans vos organes de presse, elle ne doit pas occulter la politique du gouvernement. Et j'aurai à y revenir au cours des prochains jours. Et les priorités que j'ai fixées pour l'année 2013. La première étant l'emploi, avec cette volonté que vous pouvez, c'est vrai, mettre non pas en cause quant à son affirmation, mais quant à ses résultats possibles. C'est votre devoir, c'est votre droit. Mais ma responsabilité, c'est de faire en sorte que sur la question de la lutte contre le chômage, tous les moyens économiques, sociaux, législatifs soient utilisés pour que nous puissions avoir l'inversion de la courbe du chômage. De la même manière, j'ai dit que la jeunesse devait rester la priorité, pas simplement de l'année 2013, du quinquennat. Pourquoi? Parce que les chiffres encore en témoignent. Nous sommes le pays d'Europe qui a la démographie la plus active, qui arrive à renouveler ses générations. Et nous devons en tirer, au-delà du sentiment de fierté ou de la vitalité de nos familles françaises, que je défends, mais nous devons en tirer aussi les conclusions. C'est que dès lors que nous avons cette confiance dans l'avenir, nous devons tout mettre à la disposition de la génération qui vient pour qu'elle réussisse son destin. D'où les réformes que nous engageons en matière d'éducation, mais aussi de formation. Et puis la dernière priorité que j'ai fixée, qui se déclinera tout au long de l'année 2013, c'est la préparation de l'avenir, l'investissement dans tous les domaines, en allant chercher les capitaux partout, ici, à travers une épargne abondante en France, ailleurs, à travers des investissements qui peuvent se faire à certaines conditions dans notre pays, et notamment à travers des fonds communs avec un certain nombre de pays qui souhaitent placer leur confiance dans notre industrie, mais de le faire en bonne intelligence avec nous. Cette intervention dont je parlais au Mali, elle ne doit pas occulter non plus les autres sujets internationaux, et notamment ce qui se passe en Syrie, ou encore récemment, il y a eu à l'aéroport d'Alep un certain nombre d'attentats, à l'université aussi, et avec des conséquences terribles. Et puisque je parle devant vous, vous qui assurez la liberté de la presse dans le monde, je veux que nous puissions avoir aussi une pensée pour vos camarades qui sont morts en faisant leur métier, 89 dans le monde, et qui ont été tués tout simplement parce qu'ils voulaient faire connaître les exactions ou les massacres que des dictateurs ou d'autres se livraient dans tel ou tel pays. Et en Syrie, 2 journalistes français, Gilles Jacquier et Rémi Hochlik, sont morts pour avoir décidé de couvrir le sursaut du peuple syrien. Alors vous m'avez interrogé, Monsieur le Président, sur la liberté de la presse en France. Nous devons montrer l'exemple, être une référence. Je ne parle pas de vous, je ne me permettrai pas, mais je parle de nous, ceux qui assureront, les ministres sont là, l'indépendance, le pluralisme et la vie de la presse. Car aujourd'hui, respecter le pluralisme et l'indépendance n'est pas simplement donner des moyens juridiques, c'est de veiller à ce qu'il puisse y avoir encore une presse libre, indépendante, politique, faisant son travail. Alors, nous allons prendre un certain nombre de décisions. Parce que la crise de la presse, elle est à la fois conjoncturelle et structurelle. Elle est conjoncturelle, je ne vous apprends rien, dès lors qu'il y a un ralentissement économique, toutes les activités sont touchées. Mais celle de presse encore davantage, et celle de presse écrite plus particulièrement.
Et vous avez parfois, je parle aux patrons de presse, réagi en augmentant encore le prix, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'accès même à l'information. La crise, elle est surtout structurelle, avec Internet et surtout la gratuité, qui laisse penser qu'il n'y aurait plus d'informations qui auraient un prix, alors que vous savez tous quel est le prix pour aller chercher l'information. Nous devons donc faire en sorte que cette transition numérique aboutisse à de nouvelles exigences, puisqu'elle vous contraint à inventer de nouveaux modèles économiques. Certains marchent déjà, avec une presse numérique semi-gratuite, avec aussi une presse écrite qui se transforme pour être aussi une presse numérique, mais qui est obligée de consentir des sacrifices importants, de faire des investissements lourds, sans avoir les recettes correspondantes à travers le numérique. Donc face à cette situation, plusieurs décisions ont déjà été prises. Il y a le dossier Presstalis. Pour éviter, nous l'avons fait, un dépôt de bilan, mais ça ne suffit pas. Pour faire en sorte que nous puissions accompagner l'entreprise et permettre qu'il puisse y avoir une distribution assurée de journaux. Car quand un titre ne paraît pas, et même si l'on en trouve la traduction sur le numérique, c'est une privation d'une liberté. Je respecte les mouvements sociaux, je respecte les conflits tels qu'ils peuvent à un moment être organisés, mais il faut que chacun sache les conséquences de ces actes, car s'il n'y a plus de presse, il n'y aura plus aussi de travailleurs pour fabriquer les journaux et d'autres pour les distribuer. Je pense aussi à cette question des points de vente. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, que j'aimais la presse. D'ailleurs, j'aime les journalistes, vous l'avez dit aussi, qui me le rendent bien. Donc, mais j'aime les kiosquiers. C'est une profession essentielle qui a conduit beaucoup de jeunes, quand j'étais jeune, à croire à la presse, à aller chercher son titre, à avoir une information. Or, et ça c'est un devoir qui appartient aux villes de France, nous devons maintenir un réseau de distribution. Et puis il y a les aides à la presse, qui représentent des sommes importantes, dont on annonce toujours la réforme. Il y a même eu des États généraux qui ont été constitués en 2008, qui n'ont abouti à aucune révolution. Et donc nous aurons à revoir les aides à la presse. Il y a des contradictions d'intérêts, y compris entre vous, entre celles et ceux qui travaillent dans une presse magazine par rapport à une presse d'information, mais c'est toute la presse qui est concernée. Donc nous aurons à revoir ces aides à la presse et avec une volonté de mettre la presse d'information politique et générale au premier rang des titres qui doivent bénéficier de ces aides. Donc, au cours de l'année 2013, la ministre de la Culture présentera cette réforme et également les moyens de favoriser l'accompagnement des titres qui souhaitent aller vers le numérique. Puisque je parle du numérique, il y a là aussi plusieurs principes à poser. D'abord, le partage de la valeur. Il est normal que ceux qui tirent profit de l'information produite par votre travail participent à sa prise en charge. Ce sera le sens donc de la contribution des moteurs de recherche au financement de la presse, ce qu'on a appelé la taxe Google. Mais il n'y a pas que Google. Et donc, il y a en ce moment des négociations. Et si les négociations n'aboutissent pas, il y aura une disposition législative et fiscale qui sera introduite. De la même manière, le second principe, au-delà du partage de la valeur, c'est la solidarité. C'était l'esprit d'une loi qui s'appelait la loi Bichet, loi de 1947 sur la distribution des journaux. Elle rappelle tout simplement que la presse est une, même si elle n'est pas unique, heureusement. Et donc, nous avons besoin de ce partage, là aussi, de responsabilité. Il y a aussi la solidarité interprofessionnelle pour les messageries. Je souhaite, là encore, qu'un accord soit trouvé. Sinon, l'État interviendra. Enfin, je n'oublie pas la presse audiovisuelle. Je réaffirme ici qu'il y aura une loi sur l'audiovisuel qui rapprochera
le CSA de ce qu'on appelle l'ARCEP et qui définira les règles concernant les nominations, puisque, conformément à un engagement, c'est maintenant cette autorité, le CSA, ou ce qui prendra sa place, qui assurera la nomination des responsables des chaînes publiques. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. D'abord, un message de confiance dans les relations qui sont les nôtres. Vous m'avez interrogé. C'est toujours un dilemme pour le président de la République. Soit il est trop proche et il devient banal, je n'ose pas dire normal. Soit il est distant et il s'isole, il s'enferme. Donc j'essaye de trouver la bonne posture, suffisamment proche pour rester près de vous et néanmoins suffisamment distant pour, pas simplement dans les moments graves que nous traversons, faire comprendre aux Français que le pays est dirigé et que nous savons où nous allons et que nous le faisons avec esprit de responsabilité, d'apaisement même. Il est normal que dans une société, il y ait des débats sur de grandes questions. C'est toujours ainsi que nous avons assumé, pas forcément en étant d'accord au départ, les grandes évolutions. Moi, je respecte toutes les sensibilités, enfin celles qui sont dans le champ démocratique, celles qui font le choix de la République, celles qui s'attachent à la liberté. Chacun peut avoir après sa conception. Mais ensuite, le débat a lieu, son cadre est le Parlement, les décisions sont prises. Et ensuite, si une alternance arrive, ça peut se produire, d'autres choix peuvent être faits. Il ne s'agit pas d'opposer une France contre une autre, parce que chacun peut avoir même des sentiments mélangés. Mais il s'agit que la France puisse savoir, là encore, ce que doit être son destin, et il y a des modernisations que je veux conduire. Il en sera de même d'ailleurs pour les évolutions institutionnelles. Sur ensuite le rapport que nous pouvons avoir aussi, c'est de faire que vous puissiez autant que possible travailler avec le respect des sources qui sont les vôtres. Il y aura là aussi une disposition législative qui sera introduite pour protéger vos sources. Ne craignez rien là-dessus. D'abord parce que l'indépendance de la justice sera garantie, et ensuite parce que nous ne cherchons pas qui vous informe. Ce serait d'ailleurs un très mauvais calcul, car on découvrirait souvent que c'est au plus haut niveau que l'information vient. Donc, là encore, je souhaite que nous ayons une relation apaisée, pacifiée, et que nous nous respections les uns les autres. Voilà les mots que je souhaitais vous adresser, souhaitant une bonne année à la presse, qui peut être aussi une bonne année pour le président de la République, ce n'est pas incompatible. Merci. Vous avez donc suivi en direct sur les chaînes parlementaires les vœux de François Hollande à la presse. François Hollande qui est revenu sur l'opération en Somalie menée dans la nuit de vendredi à samedi pour libérer l'otage français Denis Alex. Je revendique pleinement cette opération, a déclaré François Hollande, et ce malgré l'assassinat de l'otage et la mort de 2 militaires. François Hollande qui est également longuement revenu sur l'intervention française au Mali, une décision nécessaire selon lui pour éviter que le Mali soit conquis et les terroristes en situation de force. Mais il n'oublie pas les otages. C'est en étant ferme que nous faisons céder les preneurs d'otages, a-t-il déclaré. Et puis François Hollande est également revenu dans un tout autre registre sur la taxe Google en confirmant les propos qu'Aurélie Filippetti a tenus vendredi. Si aucun accord n'est trouvé entre Google et les éditeurs, le gouvernement prendra des dispositions fiscales et législatives. On se retrouve à 18h pour suivre en direct d'autres vœux de François Hollande, ses vœux aux parlementaires. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.
Qu'est-ce qui pousse certains grands céréaliers français à acheter des terres en Ukraine ou en Roumanie? Quelles conséquences pour ces pays et que fait l'Europe? J'ai très peur de l'accaparement des terres en Europe. Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour nourrir, avoir le souci de nourrir tout le monde? Je ne le pense pas. Main basse sur les terres, samedi à 22 h sur Public Sénat. On entend souvent parler dans la presse le phénomène des marées vertes. L'agriculture est souvent accusée en Bretagne d'être responsable. Je vais dire que je suis un petit peu quand même l'exemple que la Bretagne